Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, nouveau top 10 pardon, de fin de saison, c'est la fin d'année, c'est dur. Nouveau top 10, on va revenir sur les coureurs, un petit peu les révélations de la saison, c'est-à-dire les coureurs qui m'ont marqué, que je ne connaissais pas avant. Alors vous avez des jeunes talents, vous avez 2-3 noms qui sont un petit peu plus âgés, qui en sont pas à leur première saison, mais qui ont, je trouve, fait un gros palier de progression cette année, et donc qui se sont révélés, pourquoi pas, pour aller chercher des grands résultats, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes. Donc c'est ça les révélations de la saison 2024. C'est pas forcément que des coureurs qui ont moins de 25 ans. C'est pas forcément que des coureurs qui sont dans leur première année chez les professionnels. Voilà, vous avez des coureurs qui se sont révélés. Sur cette vidéo, il y aura encore une dernière vidéo du côté des hommes, les déceptions de l'année. Et puis on aura 2 vidéos du côté des filles avec le top 10 des bleus, donc des françaises, et le top 15 international, puisque pour les filles, il y a un top 15 au niveau international. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. N'hésitez pas à rajouter même la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Reprise des présentations pour la saison 2025, ça va arriver vite. Normalement, il y en a toujours une le 1er janvier. Je ne sais pas là, si j'aurai le temps, parce qu'il y a le Vendée Globe. Mais l'objectif, c'est 1er janvier, sinon c'est 2 janvier, on commence à les faire. Et puis, on aura aussi assez vite le Down Under aussi au mois de janvier, le Dakar aussi, que j'aimerais bien faire. Je sais pas comment je vais trouver le temps. Enfin voilà, un mois de janvier qui va être très très dense, avec la reprise du biathlon également après ces 15 jours, 3 semaines de vacances. Donc voilà, et le calendrier va être très très dense sur le mois de janvier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis ça me permet de me soutenir. Si vous cliquez rapidement sur notification, sur une miniature, quand vous rajoutez la petite cloche, eh bien plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et puis n'hésitez pas également à faire un super thanks, ça c'est seulement si vous en avez les moyens. Et je vous remercie également, parce qu'on est désormais 5000 sur la chaîne, 5000 abonnés. On vient de dépasser, grâce au Vendée Globe, on va pas se mentir, où on a eu un mois de novembre, où j'ai gagné 1000 abonnés en novembre, quasiment. Donc j'ai pas vu en fait, entre 3000 et 4000, j'ai pas vu, c'est passé d'un coup, quasiment. Bon, on commence tout de suite avec cette vidéo, donc les fameuses révélations de l'année. Il y a à la fois des Français, il n'y a que des garçons, il n'y a pas de filles dans ce classement. Donc on va commencer tout de suite avec le numéro 10. Le 10e de ce classement, il est français, il était chez Decathlon AG2R, il y sera toujours l'année prochaine, ça sera même sa dernière année de contrat. Une année marquée par 5 victoires, et c'est ces 5 premières victoires chez les professionnels. C'est Paul Lapéra. Paul Lapéra, c'est surprenant parce que si on revient 365 jours avant, un peu moins, mais quand je me souviens, c'est un coureur qui a été redoublé extrêmement tard, Paul Lapéra, l'année dernière. C'est-à-dire qu'il est chez AG2R, c'est resté pendant très longtemps l'un des coureurs en World Tour qui n'avait pas de contrat pour l'année d'après. Et c'est vrai qu'on se demandait pourquoi Decathlon le renouvelait pas, enfin pourquoi il était dans cette attente-là, parce que c'est vrai que moi je me disais, bon, un Paul Lapéra, même si jusqu'à ce moment-là il n'avait pas fait une grande carrière pour le moment en World Tour, je me disais, bon, il y a bien des équipes de 2e division, 3e division qui peuvent être intéressées par Paul Lapéra, qui est un jeune coureur, mais qui n'a pas encore démontré tout son talent, mais bon, voilà, qui reste un jeune coureur intéressant. Et c'est vrai qu'il est renouvelé tard. Alors, certains avaient dit c'est parce que le partenariat avec Decathlon s'était fait assez tardivement aussi. Et là, je me disais, est-ce que c'est vraiment intéressant pour lui de rester 2 ans de plus chez Decathlon AG2R, alors que pour le moment, il n'a pas montré grand-chose? C'est-à-dire, quand je le vois renouveler chez Decathlon AG2R, je me dis, je m'emballe pas des masses. Je me dis pas, tiens, ça va être la révélation de l'année. Je me dis juste,
est-ce que Decathlon n'aurait pas pu avoir un autre coureur intéressant, miser sur un autre jeune que Paul Lapera, qui jusqu'à maintenant n'a pas montré grand-chose et qui va avoir 24 ans et qui n'a pas montré grand-chose. Donc est-ce qu'il y a un vrai talent chez Paul Lapera? Surtout qu'il avait certes remporté le petit tour de Lombardie, mais le petit tour de Lombardie, je dirais quand vous regardez le palmarès, il n'y a pas que des champions du monde en puissance. Donc c'est là où je me posais vraiment la question du côté de Paul Lapera. Et puis, dès le début de saison, en fait, il y a le Down Under. Je me souviens, il y a une étape où il prend une échappée dans le final, où il fait une attaque dans les derniers kilomètres, et je me dis, ah, tiens, lui, tu sens qu'il est pas mal en ce début de saison. Mais encore une fois, c'est le Down Under. Ça reste une course de début d'année où les différences de niveau sont assez importantes. Et puis après, il y a cette victoire sur la classique Loire-Atlantique où il part en costaud. Je me souviens parce que c'est une course qui n'était pas diffusée, je crois, à la télévision. La classique Loire-Atlantique. Cholet était diffusée, mais pas la classique Loire-Atlantique. Et je me souviens donc que c'était le même jour qu'une course que le Tour de Catalogne, je crois. Et je regarde cette épreuve-là et je me dis... par les live textes, notamment ce procès avec Instat, et là je vois Paul Lapera partir, je sais plus, à 55, plus de 50 bornes de l'arrivée. Là je me dis, c'est couillu. Je vois le mec tenir, pourtant derrière il y a un groupe de 5-6, je crois me rappeler, qui est derrière, et il tient jusqu'à l'arrivée. Et là je me dis, ah ok d'accord. Il a fait une sacrée perf ce jour-là, Paul Lapera. Et puis le lendemain, Cholet, je me dis, bon, Cholet, c'est quand même une épreuve plus pour sprinter, même si on avait vu des Benoît Cosnefroy attaquer les années précédentes dans le final, faire la différence, mais pas réussir à gagner parce que dans le dernier kilomètre, c'était revenu souvent sur lui. Je le vois partir à Cholet et je me dis, oh, il va le faire, ce con. C'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, oh, il va le faire, ce con. Et il le fait. Et avec la manière encore. Avec une belle démonstration ce jour-là, où il est costaud, où il arrive à être très performant. Derrière, sur la route Tourangelle, pour avoir vu la course, il ne fait pas le triplé en Coupe de France, mais je peux vous dire qu'il fait quand même une minace dans une des côtes du parcours, où il a fait vraiment mal à tout le monde sur 500-600 mètres. Et là, je me dis, bon, voilà, la première victoire a été le déclic. Ça y est, on est sur un coureur qui a passé un cap cette année et qui a énormément progressé. Bon, derrière sa victoire sur le Tour du Pays Basque, où il est très très bien amené par, je crois que c'est Dorian Godon, qui fait le job pour lui. Il remporte l'étape en étant très très costaud. Et puis après, il y a l'Amstel, où là aussi, il fait 5e. Sur une course qui est quand même assez dure au niveau du calendrier, et tu vois qu'il est capable de tenir 250 km. Et Liège, il fait 11e aussi sur cette épreuve-là. Donc il monte, encore une fois, il confirme son talent et ses qualités. La seule déception que j'aurais, c'est son Tour de France. Trop discret sur le Tour de France. C'est voilà, la seule déception que j'aurais, mais c'est un premier Tour de France pour lui. Il se retrouve à faire en plus un premier Tour de France avec le maillot de champion de France. Donc c'est loin d'être évident. La Polynormande, il est aussi en costaud ce jour-là. Épreuve en plus qui n'est pas évidente au mois d'août. C'est toujours compliqué à la Polynormande. Il fait également 3e de la Coppa Agostini. Donc c'est vraiment une très très belle saison. Et maintenant on attend que ça confirme du côté de Paul Lapera. Mais on sait que c'est un coureur qui a des capacités sur les course punchy, et c'est encore une fois toute cette génération-là qui arrive ou qui est déjà en place, des Romain Grégoire et autres, qui me font dire qu'on a aujourd'hui une équipe de France qui est très solide sur des parcours type Amstel, type Liège, beaucoup plus que ça pouvait l'être auparavant. Oui, aujourd'hui, on n'a pas forcément le vainqueur potentiel d'un Tour de France, on n'a pas forcément de vainqueur potentiel également d'un Tour de Suisse, mais on a des coureurs qui sont en capacité d'aller chercher l'Amstel, et on a des coureurs qui sont en capacité également de chercher la Flèche Wallonne.
et ses classiques ardennaises. Et Paul Lapera fait partie de ces profils où l'Amstel peut lui convenir parce qu'il a une grosse pointe de vitesse aussi. Et on sent que c'est un coureur qui est vraiment intéressant sur ce type de course. Alors maintenant, il va falloir confirmer pour 2025 avec un programme qui va être assez similaire pour le moment à 2024, c'est-à-dire Tour de Lander, Amstel, Flèche Wallonne, Liège. La différence, ça sera peut-être le Tour de France. Est-ce qu'il fera le Tour de France une deuxième fois ou est-ce qu'il ira sur le Giro? Il a déjà 3 grands tours à son actif, Paul Lapera. Mais voilà, on verra désormais la suite de sa carrière, on le suivra attentivement. Et puis, ça va être un coureur qui va être ciblé forcément par d'autres formations parce qu'il est en dernière année de contrat avec la Décathlon AG2R. Malgré tout, c'est un pur produit de la formation, on va dire, de Chambéry, où il est passé par l'équipe U19, puis l'équipe U23 également, avant d'aller chez AG2R en tant que stagiaire en 2021, puis en tant que titulaire à partir de 2022. Mais c'est vrai que Paul Lapera, ça montre aussi que parfois il faut du temps pour qu'une pépite puisse s'exprimer, parce que c'est un coureur encore une fois qui est arrivé chez les élites avec ce statut de j'ai remporté le Tour de Lombardie, enfin le petit Tour de Lombardie, et voilà, j'ai eu pas mal de niveaux en termes de résultats, mais derrière ça a mis du temps à performer. Alors, il y avait bien eu une deuxième place sur une étape de l'UAE Tour, mais ça n'avait pas forcément marché énormément derrière. Et ça montre que voilà, il faut parfois du temps. Il faut parfois laisser du temps aux jeunes pour s'exprimer. Il faut saluer le courage qu'a eu Décathlon de le renouveler pour 2 ans et de lui dire bon, on te fait confiance encore pour 2 ans, même si tu n'as pas eu forcément des grands résultats sur tes années précédentes, on te fait confiance parce qu'on pense que tu as un gros potentiel. Et ça, c'est bien ce qu'a fait Décathlon de soutenir ce jeune coureur. Donc bravo à l'équipe et puis bravo bien entendu Paul Lapera d'avoir passé ce cap. D'être bon chez les jeunes, d'avoir réussi enfin à être bon chez les élites. On regarde tout de suite le 9e de ce classement qui a un petit point commun avec Paul Lapera. Oui, le 9e a un petit point commun avec Paul Lapera. Paul Lapera, il a fait 2e d'une étape de l'UAE Tour. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui du vainqueur de cette même étape, Matías Vacek. Et oui, le Tchèque, personne ne se rappelle qu'il avait remporté une étape sur l'UAE Tour, mais ça avait été un petit peu camouflé par la guerre en Ukraine et par la fin de l'équipe Gazprom. Parce que oui, Vacek, ça fait partie des coureurs qui sont passés par l'équipe Gazprom, notamment en 2022, et quand l'équipe s'est arrêtée, par décision de l'UCI, eh bien, il a fallu retrouver une formation, ce qui n'a pas forcément été facile pour Matías Vacek. Je trouve qu'en 2024, il a vraiment réussi à faire des très très belles choses. Je trouve que c'est un coureur, Vacek, qui était très coté, ça c'est clair et net, très coté, mais jusqu'à maintenant, bon, à part cette victoire sur l'UAE Tour, c'était pas forcément un coureur qui m'avait impressionné. Vacek. J'avais pas eu un truc où je m'étais dit tiens le coureur est fantastique. Cette année je trouve qu'il y a une belle marge de progression pour Matías Vacek. Je pense notamment à son Tour d'Espagne qui est très intéressant avec plusieurs places dans le top 10. Paris Tour aussi derrière Christophe Laporte où il arrive à tenir la roue de Laporte pendant 40-50 bornes et pourtant Laporte était dans une très grande journée ce jour-là. Vous avez également le Tour de Belgique qu'il finit à la deuxième place. Je trouve que ce qui est intéressant avec Vacek, c'est que c'est pas seulement un coureur de contre-la-montre. Ça, je dis toujours, les bons coureurs de contre-la-montre, aujourd'hui, ça suffit pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment de chrono dans l'année pour juste être bon dans le contre-la-montre. Il faut avoir une autre qualité. Vacek, il a d'autres qualités. Il a une bonne pointe de vitesse, parce qu'il est capable de rivaliser dans les sprints. On l'a vu dans certaines étapes, notamment dans des étapes pas toutes plates, où il est vraiment pas mauvais. Je pense l'étape de Cordoba, c'est vrai, où il est 2e derrière Wout van Aert, mais il finit devant... il arrive à tenir alors que beaucoup de sprinteurs ont disparu. Il arrive à être performant sur ce type de format-là d'étape où il passe très bien les bosses. Et puis, ce qui est fort avec Vacek, c'est qu'il n'a pas perdu ses qualités au niveau du contre-la-montre. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire
Bon, il a travaillé un petit peu, il a développé sa vitesse, mais il perd un petit peu ses qualités de contre-la-montre, pas du tout, parce qu'il arrive à être très performant, notamment lors de la première étape de la Vuelta, où il a été très bon ce jour-là. Donc je trouve que ce qui est bien avec Vacek, c'est qu'on est vraiment sur une belle progression là aussi pour ce coureur, qui a une belle évolution. Ça reste un coureur qui est très jeune, il a seulement 22 ans, Vacek. Il est arrivé très jeune chez les pros, mais c'est encore un bébé, on pourrait presque dire. Et puis, une belle évolution cette année au niveau des résultats, avec aussi des performances sur les courses par étapes de 4-5 jours. Hein. Tour de Norvège aussi, il est bon, Tour de Belgique. Grâce forcément à ses talents sur le contre-la-montre, mais aussi parce qu'il a cette pointe de vitesse qui lui permet de faire des places d'honneur et d'aller choper des secondes de bonif. Donc c'est vraiment un coureur qui peut t'amener pas mal de points. Cette année, il a fait 1200 points quasiment. Hein, au niveau UCI, donc ça c'est très très bien. C'est un coureur voilà, qui est en évolution, et je pense que c'est un coureur sur lequel il faudra faire attention en 2025, parce que je pense qu'il a encore une grosse marge de progression. Il peut encore s'améliorer énormément, et c'est ce que je vais attendre de voir l'année prochaine du côté de Matthias Vacek. Mais déjà en 2024 c'était pas mal, et je pense que c'est un coureur. Aujourd'hui, il n'a pas fait beaucoup de classiques. Hein. Il a fait quelques classiques flandriennes, mais il n'en a pas fait tant que ça. Vacek, c'est vrai que c'est un profil qui peut être performant sur ce type de parcours. Cette année, il a fait 21e de la Breden Corsair Classic. Nokere Corse, il fait 23e. 43 de Paris-Roubaix. J'attends de voir maintenant en 2025 s'il est capable de progresser sur ces courses-là. D'attraper pourquoi pas des top 15, parce que je me dis qu'il y a quelque chose à tenter vu le profil de ce coureur sur ce genre d'épreuve. Allez, on passe tout de suite au numéro 8. Le 8e de ce classement, c'est un sprinter espagnol, ce qui arrive pas très souvent, surtout dans une équipe espagnole. Pau Miquel, le coureur de 24 ans, qui est né en 2000, pur produit également de la formation Kern Pharma, parce qu'il est passé par la Lizarte, donc l'équipe réserve, le club un petit peu comme le Vendée U avec Total Energy, hein, Lizarte par rapport à Kern Pharma. Pas de victoire cette année. On pourrait dire, oh, c'est pas top pour un sprinter, oui. Mais des très bons résultats sur la Vuelta. 7e également du circuit franco-belge. 3e de la Puebla Villafranca. Et encore une fois, je vous ai dit, un sprinter espagnol dans une équipe espagnole. L'Espagne est peut-être le pays qui a le moins la culture du sprint aujourd'hui en Europe. Vous avez des bons sprinters italiens dans des équipes italiennes, vous avez des bons sprinters français dans des équipes françaises, vous avez des bons sprinters dans des équipes allemandes, des équipes américaines, dans des équipes... En Espagne, on le voit, la culture du sprint, elle existe très peu. Il y a eu Aberasturi, il y a eu Oscar Freire, mais Oscar Freire, il était à la Rabobank, il n'était pas dans une équipe espagnole quand il a eu la majorité de ses résultats. Ça fait quand même depuis très longtemps qu'on n'a pas eu un grand sprinter espagnol dans une équipe espagnole. Ce qui fait que même s'il n'y a pas de victoire, je me dis, la saison n'est quand même pas mauvaise pour Pau Miquel. Encore une fois, il faut prendre ce contexte d'avoir un coureur qui n'a pas forcément de train, qui n'a, quand il a un train, pas un train de qualité, parce qu'encore une fois, Kern Pharma, leur spécialité, c'est pas le sprint, et c'est pas leur objectif. C'est pareil à la Movistar, c'est pareil dans d'autres formations. Encore une fois, les coureurs espagnols, cette culture du sprint, elle n'existe pas dans ce pays-là, j'ai l'impression. Ou très peu. Et Pau Miquel, je me suis dit, quand je l'ai vu sur le Tour d'Espagne, tiens, on a peut-être enfin de la relève au niveau des sprints. Enfin un mec qui est capable de faire des bonnes choses au niveau des sprints. Déjà parce que, grosse pente de vitesse. Deuxièmement, il sait se placer malgré le fait qu'il n'a pas forcément une grosse équipe autour de lui. Troisièmement, il passe super bien les bosses. On l'a vu sur le Tour d'Espagne, mais c'est un coureur, ses meilleurs résultats, il les a fait plutôt sur des sprints difficiles, sur des étapes pas évidentes. C'est un coureur aussi qui, je trouve, a bien tenu sur les 3 semaines, ce qui n'est pas le cas de tous les jeunes coureurs comme ça. Alors, c'est un coureur qui a déjà deux Tours d'Espagne. Et puis, je trouve que, oui, sur le Tour du Pays Basque, il est 4e sur l'étape que gagne la Pera.
7e sur le circuit franco-belge, 5e du Grand Prix de la Marseillaise, encore une fois sur une course qui est assez vallonnée en tout début de saison, au mois de janvier. Donc non, c'est des très bons résultats et je trouve que c'est un coureur qui là aussi est sur une belle phase de progression. Il reste à la Kern Pharma, il a encore 2 ans de contrat, il a un contrat jusqu'en 2026. C'est peut-être un peu beaucoup 2026 quand même, parce que ça fera 26 ans en 2026. Donc pour changer de forme, pour monter en World Tour, c'est un peu tard maintenant. Il y a peut-être des gens qui vont lui passer devant. Mais je trouve que son année 2024 est vraiment bonne. Et puis s'il progresse en 2025, si son équipe également progresse, parce qu'on voit que la Kern Pharma, grâce au départ de certains coureurs, a pu faire rentrer, je pense, des sous-sous un petit peu. Il y a un petit peu d'argent qui sont rentrés et puis surtout il y a eu des progrès pour cette équipe, 3 victoires sur le dernier Tour d'Espagne, donc ça aussi ça fait des rentrées d'argent et puis ça permet d'attirer des nouveaux sponsors, des nouveaux co-sponsors, donc d'augmenter également les budgets, donc d'attirer encore plus de jeunes. Et puis ils ont maintenant de la crédibilité aussi en Espagne pour former les jeunes, peut-être plus que la Movistar ou plus que la Euskaltel ou plus que Cara Rural. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi de ce côté-là. Et puis du côté de Pau Michael, 2 ans de plus, après ça dépend. L'avantage avec Kern Pharma, c'est qu'il est assuré pour le moment de participer aux grandes courses espagnoles. Le problème avec Kern Pharma, c'est qu'on ne sait pas si cette équipe-là aura le droit à une invitation sur la Vuelta cette année. Ça c'est quand même une grande interrogation. Moi je me dis que ça serait quand même pas gentil de pas la mettre à Kern Pharma. Mais même s'ils l'ont en 2025, s'ils ne font pas une grande Vuelta 2025, ils ne l'auront pas en 2026. Ils sont toujours limite au niveau du classement UCI. Je rappelle qu'il faudra être bientôt dans les 30 premiers du classement UCI pour pouvoir participer aux grosses épreuves du calendrier, aux épreuves World Tour, et notamment au Grand Tour, et que ça va être un problème pour certaines structures. Encore une fois, surtout avec un niveau en 2e division qui commence à être de plus en plus important. Donc c'est pour ça que moi j'aurais plutôt prolongé jusqu'en 2025, mais pas forcément jusqu'en 2026. Après, bon, c'est un choix je pense, de son équipe. Peut-être que son équipe voulait pas seulement de prolongation d'1 an. Mais je trouve que c'est un coureur qui progresse. Donc je vais le suivre. Moi en 2025, Pau Michael, pour voir ce que ça peut donner. Mais je pense que ça peut donner des choses très intéressantes. Le 7e de ce classement, c'est un coureur tchèque, un 2e coureur tchèque, qui a remporté une étape sur le dernier Tour d'Espagne sprinter, là encore. C'est Pavel Bittner, du côté de la DSM, qui va s'appeler Picnic l'année prochaine. Pavel Bittner, énorme été. Sa première partie de saison, elle est loin d'être exceptionnelle. Bon, il fait 2e du Grand Prix Criquet-Lyon. Mais en gros, c'est pas énorme. Sur le Down Under, il n'est pas si exceptionnel que ça. En gros, il fait 11e à Port Elliott, qui est son meilleur résultat sur le Down Under pour ce coureur-là. Donc, c'est pas exceptionnel, voilà, sur le Down Under. Et vraiment, il y a cette 2e place au Grand Prix Criquet-Lyon, mais sur la première partie de saison, il m'a absolument pas émerveillé, j'irais. Et puis, à partir du Tour de Norvège, vous avez déjà une 2e place et une 4e place sur le Tour de Norvège, mais surtout à partir de Burgos, où là il a été très fort, avec ses 2 victoires à Burgos. Là aussi, ça a engendré un déclic dans sa tête. Derrière, victoire sur la Vuelta. Alors une fin de Vuelta un peu difficile, je trouve. À part cette 2e place à Santander, je trouve que à partir de la 2e semaine, il est un peu plus transparent. Puis tu vois que sur la Croix ça a été un petit peu plus compliqué aussi pour lui, pour Pavel Bittner, mais son été m'a fait penser que c'est un coureur qui va être très costaud. Sa formation a eu de l'expérience du côté des sprints, c'est peut-être plus autant le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus forcément la meilleure équipe au niveau des sprints, des SM ou Picnic post-NL, mais ça reste une formation, je pense, qui va avoir un budget qui va augmenter, parce que Picnic, c'est une marque de supermarché. Enfin, une marque pas de supermarché, mais qui travaille dans la grande distribution. Je crois que c'est des drives, voilà, Picnic.
Enfin, c'est de la livraison, je crois. C'est même pas des drives, je crois que c'est de la livraison, mais de produits de supermarché. Donc, ouais, du côté de Pavel Bittner, avec une équipe qui va avoir des moyens en haut, ça peut être intéressant. Et puis, bah, il s'est montré. Ça reste un coureur très jeune, donc il est encore en grosse capacité de progression, Bittner, parce qu'il n'a que 22 ans. C'est-à-dire qu'il c'est encore un bébé, là aussi, hein, surtout du côté du sprint. Donc, il y a encore de l'expérience à récupérer. Donc, je ne sais pas s'il va confirmer en 2025. Je pense qu'il faudra peut-être attendre 2026 plutôt pour Pavel Bittner. Mais belle première, belle saison, je dirais. Belle première... belle deuxième saison complète, pardon, parce qu'il avait déjà été là en 2023. Là aussi, un produit qui est passé par l'équipe de développement de la DSM, qui a progressé au fur et à mesure, qui est resté 1 an et demi dans l'équipe de développement de la DSM avant d'aller dans l'équipe numéro 1. Mais pour un premier grand tour, remporter une étape, c'est déjà super. Le Tour de Burgos, alors oui, vous allez me dire, c'est pas les plus grandes courses en termes de sprinter. Oui, mais il faut aller les chercher, les victoires. Et puis, il y a eu des résultats également sur le Tour de Norvège. Oui, il y avait du monde cette année sur le Tour de Norvège. Donc là, il y a eu vraiment des très très bonnes choses pour Pavel Bittner. Et non, il y a des énormes progrès, je trouve, chez ce coureur. Donc on va voir ce que ça va donner dans le futur. Mais très confiant pour Pavel Bittner. Voilà, c'est un coureur que je vais suivre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, pour ce coureur-là. Donc on verra ça dans les semaines à venir, voilà, pour Pavel Bittner. Mais je trouve qu'il y a quand même une belle satisfaction. Voilà, dommage ça Crores, mais encore une fois, bon, il y a vu la Vuelta avant, le Tour de Burgos, il fait voilà, un gros mois d'août, un gros mois de septembre. La Crores, c'est toujours difficile de repartir sur la Crores, surtout que là, ouais, il a vu 15 jours de pause avant la Crores. C'est-à-dire que il court très peu en septembre. Au final, après la Vuelta, il fait championnat d'Europe, Crores, qui fait très peu de jours de course. Donc, c'est pas toujours facile de relancer la machine sur la Crores. Mais voilà, à part cette Crores qui m'a un peu déçu, le début de saison était loin d'être exceptionnel, mais encore une fois, il a fait un bel été. Je pense que il y a eu un bon déclic chez lui. Et puis, ça reste un coureur jeune. Et du côté des sprinters, c'est rare quand même de voir des sprinters, même si bon, on en voit de plus en plus, mais d'avoir des coureurs comme ça, qui ont 21-22 ans, qui arrivent à être performants tout de suite, c'est pas si évident. Alors oui, il y a eu Olaf Koy, il y a eu Arnaud Delis dans les années précédentes, mais ça reste quand même quelque chose de... Il y a Paul Magnier aussi aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose de plutôt rare. Vous avez parfois, il faut attendre 2, 3, 4 ans avant d'être très performant du côté du sprint. Donc voilà, du côté de Pavel Bittner, il y aura peut-être d'énormes progrès dans les années à venir, mais très satisfait de sa saison, voilà, au Tchèque. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner pour la suite du côté du coureur de l'équipe Picnic Post-Enel. Va falloir s'y faire, hein, de la team Picnic Post-Enel. Va falloir un petit temps d'adaptation avec le nom de cette formation. Notamment lors du prochain Tour de Lander, mais voilà, lors du prochain début de saison. Je pense que la DSM, on va encore le dire, ce nom-là DSM, pendant peut-être quelques temps, mais c'est un changement d'air aussi, hein, pour cette équipe, parce que plus de moyens, l'arrivée d'un gros sponsor, voilà, tu sens que on essaye de remettre de l'argent sur une équipe qui était, je dirais pas sur la pente descendante, mais qui avait toujours du mal un petit peu à marquer beaucoup de points sur les saisons, et heureusement qu'il y avait les grands tours. L'idée est peut-être d'être plus présent toute l'année, mais avec les budgets qui augmentent, maintenant avoir 25 millions d'euros, c'est plus forcément une assurance d'avoir des résultats. Loin de là, donc le monde évolue, et du côté du cyclisme, ça évolue extrêmement vite ces dernières saisons. La révélation des dernières classiques flandriennes sur la saison 2024, eh bien, c'est Laurens Pitty, le coureur néo-zélandais qui rejoint la Red Bull Boransgrohe l'année prochaine. Eh bien, Laurens Pitty, ça a été la révélation des classiques flandriennes. Ça a commencé dès le tout début de saison avec cette performance du côté de Kuurne, où vraiment on se dit bah putain, il tient bien la roue des meilleurs, et puis bon,
il s'écroule sur les 40, sur la dernière heure et demie de course où il n'arrive plus à tenir la roue de Van Aert, de Tim Wellens ce jour-là, mais il est assez impressionnant, il faut bien le dire. Il avait été pas mauvais non plus sur le Down Under en prenant 3 top 5 sur cette épreuve-là, vainqueur de la Cadel Evans Great Ocean Race également, bon, qui est la course World Tour la plus faible en termes de calendrier, mais quand même il fallait aller la chercher. Et puis après il a été très présent sur les classiques flandriennes, même s'il lui a manqué le gros résultat. Il y a eu quand même un top 10 sur Paris-Roubaix, mais c'est vrai que souvent il a été en vue, mais il avait du mal à finir sur la dernière heure de course. C'est vraiment un axe de progression qu'il doit avoir, c'est travailler ses fins de course, Laurens Pitty, parce qu'il manque encore de caisse, comme on pourrait dire, du côté du Néo-Zélandais. Mais il fait un bon Paris-Nice aussi. C'est vrai que j'avais oublié son Paris-Nice, 3e au Muro, 2e à Montargis derrière De Klein, sur un gros sprint bourrin, 8e à Sisteron également, du côté de cette épreuve. Donc 7e de Paris-Roubaix. Et puis après, il y a ce Giro qui n'est pas exceptionnel. Parce que il n'est pas vraiment prévu au calendrier au départ, ce Giro, parce qu'il se retrouve à faire un Giro avec une Groupama FDJ. C'est pas la Dream Team au départ de cette course du côté de la Groupama FDJ. Donc tu sens que on savait pas trop qui mettre sur cette course parce qu'il y avait Gaudu et tous les leaders qui étaient plutôt prévus sur la Vuelta, sur le Tour de France. Donc on s'est retrouvé à avoir une équipe plutôt faible sur ce Tour d'Italie, et donc on décide de miser sur Laurens Pitty, sauf que c'est pas vraiment prévu pour lui au calendrier, qu'il arrive un peu fatigué de toute cette première partie de saison, parce que quand il arrive sur le Tour d'Italie, il a déjà beaucoup couru. Laurens Pitty, on le sait à ce moment-là, il est en discussion avec pas mal d'équipes. Et il y a beaucoup d'équipes qui le veulent, et on se dit c'est peut-être pas la priorité de la Groupama FDJ de garder Laurens Pitty. Donc il est peut-être un leader sur le départ. Un début de course où c'est vrai que sur les premiers sprints il se met absolument pas en confiance parce qu'il a beaucoup de mal sur les premières étapes à se mettre dans le rythme. C'est un peu mieux ensuite, mais il a seulement 2 top 10 sur ces 3 semaines de course. Donc c'est vrai qu'en termes de sprint ça n'a pas été exceptionnel pour Laurens Pitty sur cette épreuve. Bon, après grosse pause de 2 mois, il revient sur le Tour de l'Ain, une 2e place à Bourg-en-Bresse, qui sera son seul top 5 de cette dernière partie de saison, qui sera pas exceptionnel du côté de Laurens Pitty, mais en sachant qu'il était déjà prévu qu'il quitte la Groupama FDJ à ce moment-là. Moi, j'ai adoré sa première partie de saison et ses classiques flandriennes, même s'il m'a manqué ce grand résultat encore une fois. Mais il est vraiment très bon sur cette toute première partie de saison, qui l'a un peu fatigué, je pense, pour la suite. Surtout, le Giro était pas bien programmé, et puis avec une équipe qui était pas exceptionnelle non plus, parce que c'est vrai que la Groupama FDJ sur le dernier Giro, qu'on se remémore un petit peu l'équipe au départ, c'était Laurens Pitty, Lewis Aski, Cyril Barth, Clément Davy, Lorenzo Germani, Le Gac, Linhart, Paleni. Donc c'était quand même une équipe qui était très jeune, très faible aussi, et avec un seul leader, c'est-à-dire qu'il était vraiment quasiment leader unique. Et c'est vrai qu'il a eu du mal à tenir ce statut-là, parce que sur les classiques flandriennes, il y avait toujours Stephen Kung, il y avait Madoise, donc il y avait d'autres leaders avec lui. C'était pas le leader numéro 1 forcément de l'équipe. Là, sur le Tour d'Italie, il est arrivé comme leader unique numéro 1. Et je pense qu'il a eu du mal, encore une fois, à accepter. Ça a été compliqué pour lui de gérer ce statut. Et encore une fois, en sachant qu'il discutait avec d'autres équipes, ça faisait pas longtemps qu'il avait changé un petit peu de statut au niveau du cyclisme mondial aussi, où il était passé super bon coureur en très peu de temps. Donc, c'était pas forcément évident pour lui. Il a fallu passer ce cap, ce qui n'a pas été simple, ce qui a été plutôt compliqué. Malgré tout, je trouve qu'en termes de résultats, c'est vraiment pas mal cette année. Du côté de Laurens Pitty, il peut être vraiment très satisfait de sa première partie de saison. Maintenant, il va falloir confirmer, surtout qu'il est dans une très très grosse structure, ce qui va pas être du tout évident pour Laurens Pitty. Donc on verra
comment ça se passera pour lui, mais très satisfait de son premier début de saison et des résultats qu'il a pu faire. Il y avait vraiment de très très bonnes choses, voilà, du côté de Laurens Pitty. C'était très très bien, voilà, de la part du coureur néo-zélandais. Puis ça fait du bien de retrouver des néo-zélandais aussi aux avant-postes, puisqu'on avait connu Julien Dean, pour ceux qui se souviennent. Il y avait quelques néo-zélandais dans les années 2000. Il y a toujours, pardon, du côté d'Israël, George Bennett, qui est néo-zélandais. Mais c'est vrai que ça reste une nation où, autant l'Australie, on a beaucoup de concurrents australiens, autant la Nouvelle-Zélande, c'est pas la nation où on a le plus de concurrents. Essayer d'avoir un Laurens Pitty, d'avoir toujours George Bennett, mais d'avoir voilà, quelques concurrents qui arrivent à tenir la cadence du côté de la Nouvelle-Zélande, c'est toujours bien, parce qu'encore une fois, l'objectif c'est une internationalisation du cyclisme, et plus le cyclisme devient international, plus le cyclisme devient fort aussi par rapport aux autres disciplines, par rapport aux autres sports. Donc c'est ça qui est bien aussi, d'avoir des Néo-Zélandais, d'avoir des Érythréens, d'avoir des Éthiopiens, d'avoir des Chiliens, d'avoir plein de nations différentes. C'est ça qui va aussi énormément aider le cyclisme dans les années futures. On passe tout de suite au concurrent qui est classé déjà que le temps passe vite, numéro 5. Le 5e de ce classement, il est également français, il est également de la Decathlon AG2R, mais il va changer d'équipe l'année prochaine, c'est Alex Baudin. Certains diront que je l'ai mis un peu haut dans le classement, mais vous allez voir pourquoi je l'ai mis assez haut dans le classement. Parce que je trouve qu'à 23 ans, il s'est pris quand même un contexte qui était loin d'être évident. Mérité ou pas, ça c'est pas à moi d'en juger, plus que ça. Mais c'est vrai qu'il s'est retrouvé dans une situation où il a été considéré comme dopé. Bon, ça, ok, d'accord. Pour moi, oui, il a pris du tramadol, un produit interdit. Bon, après, il y a un problème de règlement, et ça, pour moi, c'est pas de sa faute. Mais pour moi, il a pris un produit dopant, donc il a été dopé. Mais ensuite, je trouve que beaucoup de gens quand même lui ont reproché le problème du règlement. Et ça, pour moi, tu peux pas lui reprocher ça. Tu peux pas lui reprocher de ne pas avoir été suspendu. Parce que, encore une fois, le règlement est mal fait. Mais c'est pas de sa faute. C'est de la faute des problèmes entre l'UCI et l'AMA. Bon, c'est comme d'autres qui reprochent à certaines personnes de ne pas avoir fait... suffisamment, je sais pas moi, une peine de prison. Oui, mais c'est pas de la faute du mec, c'est de la faute du règlement qui est mal fait. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est pas de la faute d'Alex Baudin, en gros. S'il a pas fait 6 mois de suspension, s'il a pas eu 2 ans de suspension, s'il a pas eu 4 ans de suspension, la faute, c'est le règlement qui dit qu'il n'y a pas de suspension possible, parce que c'était pas considéré comme un produit dopant, le tramadol. Maintenant, ça a changé, donc on n'aura plus ces problèmes-là. On va voir également du côté du monoxyde de carbone. Mais aujourd'hui, le monoxyde de carbone n'est déjà pas interdit par l'UCI, n'est pas interdit non plus par l'Agence mondiale antidopage. Donc, encore une fois, on est aussi dans un souci de ce côté-là. Mais du côté d'Alex Baudin, il y avait quand même un contexte qui était dur. Il court pas pendant 6 mois, il a eu une suspension de 6 mois, en gros. Il n'a pas couru de juillet à janvier. Et ensuite, il est revenu dans l'équipe, mais tout simplement parce que Decathlon ne pouvait pas le virer. Pour moi, c'est plus cette raison-là qui a fait qu'il est revenu dans l'équipe, plutôt qu'on a pleine confiance en lui. Donc, c'est-à-dire qu'en interne, quand même, je pense qu'il y avait des mecs qui devaient discuter. Ça devait jaser un petit peu. C'est-à-dire, quand il est revenu au stage de décembre, je suis pas sûr qu'on l'a accueilli à bras ouverts, Alex Baudin. Voilà, je pense que voilà, ça devait jaser à droite, à gauche. Derrière, il reprend, donc on reprend en janvier, il y a l'affaire Franck Bonamour. Je sais plus, ça doit tomber vers le 15 janvier, un truc comme ça, l'affaire Franck Bonamour. Donc forcément... l'affaire Franck Bonamour, en sachant qu'en plus, en interne, c'est ce qui a provoqué, grosso modo, la chute de Vincent Lavenu.
parce qu'il n'aurait pas prévenu suffisamment vite la direction, ça a dû mettre une ambiance moyenne dans l'équipe et tout le monde a dû porter son regard sur lui, je pense, très clairement. Donc il arrive dans une situation qui est loin d'être facile. Encore plus quand tu as 22 ans. À ce moment-là, 22 ans et demi. Faut avoir les épaules solides derrière pour pas s'écrouler quand même mentalement. Derrière, la saison elle est bonne. La saison elle est bonne. Il marque donc, je sais plus, 1500 points UCI. 1000 points, pardon, je me suis un petit peu emballé, mais la saison est bonne, deuxième du Grand Prix de la Marseillaise, septième de l'Étoile de Bessèges. Vous avez également le Tour d'Italie où il va porter le maillot blanc et il est quatrième de la première étape. Vous avez le Tour du Limousin qui le remporte avec une victoire d'étape également. Coppa Bernocchi qui fait deuxième. Gruy, Tour of Ganzi également où il prend la troisième place. La saison est très bonne en termes de résultats alors que c'était quand même vachement mal engagé au début, je trouve. Donc ça... Déjà bravo mentalement d'avoir réussi à survivre dans un contexte qui était loin d'être évident. Derrière, il y a survivre et avoir des très bons résultats. Et encore une fois, c'est un coureur qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas eu des grands résultats. Alors, quand il était chez Swiss Racing Academy, je me souviens notamment son... Enfin, chez Tudor. Non, ça s'appelait Swiss Racing Academy à l'époque encore. Je me souviens notamment de ce qu'il avait fait sur la route Tourangelle en 2022, où il avait fait une belle attaque, mais ça restait encore pas du niveau de ce qu'il a fait cette année. Je trouve qu'il y a vraiment un gap de résultats qui a été très impressionnant. Alors forcément, ça va gêner. Forcément, il y a des questions qui se posent sur un mec qui a déjà été pris pour dopage. Forcément, il y a des questions qui se posent, parce que tu te dis, est-ce qu'il va pas recommencer? Est-ce qu'il n'y a pas un mec voilà, un mec qui s'est dopé, est-ce qu'il va pas refaire la connerie une deuxième fois, 3 fois, parce qu'on a eu des cas, je pense à Ricardo Rico notamment. Et puis en plus, bon, s'il n'avait pas eu de résultats cette année, certains auraient dit ah bah c'est parce qu'il prend plus de produits, mais comme en plus il a eu des résultats meilleurs que les 2 années précédentes, forcément ça fait jaser du côté d'Alex Baudin. C'est une question, Je pense pas qu'il y ait de bonne réponse à cette question-là. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas la peine de mort, grosso modo, pour les mecs pour dopage. Donc, moi, je pars du principe qu'on doit pardonner, qu'on doit laisser une chance. Voilà, surtout qu'on doit laisser une chance. Qu'on doit laisser une chance de se rattraper. Dans le cas d'Alex Baudin, moi, je considère qu'on doit lui laisser une chance de se rattraper. Comme ça a été le cas avec David Millar, pour ceux qui n'ont pas connu cette période-là du cyclisme des années 2000, David Millar très fort en début des années 2000, champion du monde du contre-la-montre, je crois de titre qu'il a été retiré, pris dans l'affaire Cofidis en 2004, grosse affaire. Vous avez Cédric Vasseur qui passe des heures en garde à vue. C'est con, c'est que c'est le seul qui n'est pas impliqué dans l'affaire, mais voilà, c'est une énorme affaire. Cofidis, c'est la première équipe à s'être retirée volontairement pendant 1 mois. C'est-à-dire que pendant 1 mois, ils n'ont pas couru Cofidis. Entre avril et mai, ils ne courent pas, ils reprennent qu'aux 4 jours de Dunkerque. Et puis, ça a vraiment été compliqué pour cette formation de se reconstruire après. Ça a vraiment mis un coup, parce que Cofidis, au tout début des années 2000, c'est du niveau de la Française des Jeux. C'est au-dessus de la G2R, c'est au-dessus de la Brioche La Boulangère, c'est la 2e équipe française à ce moment-là. Et le sponsor s'est même dit en 2004, on se retire. Et puis, ils sont sauvés aussi parce que vous avez du bon travail qui est effectué en interne du côté de chez Cofidis. À ce moment-là, j'ai oublié le nom. Éric Boyer, voilà, qui va prendre la tête de l'équipe et qui va instaurer de faire du cyclisme propre, quoi. Ce qui va quand même pas être facile parce qu'il y aura encore quelques affaires de dopage ensuite dans les 5-6 années qui vont suivre derrière, mais ça a vraiment été compliqué pour Cofidis à ce moment-là. Et David Millar, quand il revient chez Saunier Duval, qui n'était pas la meilleure équipe, mais à l'époque personne ne lui proposait de contrat, ce qu'il faut bien comprendre aussi, et il revient, il performe assez vite sur Paris-Nice, il gagne un contre-la-montre, mais il dit, moi maintenant je prône le cyclisme propre. Et à l'époque, il y a 20 ans, c'est passé un peu plus. C'est vrai que depuis, bon, il y a eu quand même des cas de mecs qui se sont dopés à plusieurs reprises. Je pense à Rasmussen, je pense aussi à Floyd Landis, je pense à Ricardo Rico. Et que maintenant, tout le monde remet un petit peu en doute ce genre de choses. Mais moi, je ne suis pas pour la suspension à vie.
Moi, je considère encore une fois qu'il faut être raisonnable dans l'idée, oui, tu as fait une connerie. Pour moi, 3 ans doit être un minimum en cas de dopage. 3 ans doit être un minimum en termes de suspension, ça doit être 3 ou 4. Voilà. Malgré tout, je suis pas pour que ça soit suspension à vie. Je considère qu'aujourd'hui que oui, tu as fait une connerie, tu as fait une grosse connerie, mais ça doit pas être non plus considéré comme une fin de carrière, une peine de mort non plus. Et moi, je considère que du côté d'Alex Baudin, on doit lui laisser sa chance, on doit lui laisser une deuxième chance, même si j'aurais préféré qu'il y ait une suspension et que le règlement soit mieux fait. Ça, c'est clair et net. J'aurais préféré qu'il y ait une suspension. Comme pour Quintana, hein, j'aurais préféré qu'il y ait une suspension de 18 mois ou de 2 ans. Ou, voilà. Encore une fois, ça reste du tramadol aussi. Hein, c'est un produit qui n'est pas non plus, c'est pas de l'hormone de croissance. Mais j'aurais préféré qu'il y ait une suspension. Et j'aurais préféré une suspension de 2 ans, très clairement du côté d'Alex Baudin. Mais on ne doit pas reprocher à un coureur un règlement qui est mal fait. Et du côté d'Alex Baudin, on ne doit pas non plus dire une réflexion un peu basique. Grosso modo, tous les cyclistes sont dopés et un mec dopé peut pas changer. Je rappelle encore une fois David Millard, Dwayne Chambers aussi, qui ont été des ardents défenseurs ensuite de la lutte antidopage sur leur deuxième partie de carrière. Donc, moi, je suis pour qu'on lui laisse une chance. EF a décidé de le recruter pour 2 ans. Bon, certains diront c'est parce qu'il y a Jonathan Vater, c'est que Jonathan Vater dans sa carrière n'était pas blanc comme neige, mais voilà, je sais que ça fait discuter, je sais que beaucoup discutent, que ça perturbe beaucoup, mais encore une fois, je vous donne mon avis. Je dis pas que mon avis est parfait, loin de là. Et sur ce sujet-là, encore une fois, je vous dis qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse. Mais pour moi, pour ma part, c'est ma réflexion sur Alex Baudin, et moi je pars du principe qu'il est clean. De toute façon, je pars du principe que tous les cyclistes sont clean, que tous les sportifs sont clean, en sachant que je n'ai pas la preuve qu'ils ne sont pas clean. Si j'ai la preuve, okay, je dis que les mecs sont dopés et je les défonce. Je l'ai fait avec Franck Bonaour, hein. J'en ai fait avec d'autres, en les défonçant après. Mais encore une fois, j'ai pas la preuve. Donc moi, j'accuse pas sans preuve. Et pour moi, donc Alex Baudin, il est clean. Après, ça ne veut pas dire que je considère que la lutte antidopage, elle est parfaite. Hein. Non. Mais aujourd'hui, je pars du principe que Alex Baudin est comme les autres cyclistes. Donc, il ne faut pas non plus le traiter d'une autre manière qu'on pourrait traiter un Julien Alaphilippe ou qu'on pourrait traiter, je ne sais pas, un Paul Lapera, par exemple. Et pour moi, encore une fois, c'est un problème de règlement et c'est pas dû à sa personne. C'est pas dû au fait que ça soit Alex Baudin qu'on ait eu un traitement de faveur parce que c'était Alex Baudin. Non, c'est parce que c'est Alex Baudin qu'il a pris du tramadol et voilà, il a pris du tramadol, c'est ça qui fait la différence. Il aurait pris l'hormone de croissance, il se tapait 4 ans. Il aurait pris de l'EPO, il serait tapé 4 ans. Il a pris le seul produit presque qui était interdit par l'UCI mais pas interdit par l'Agence mondiale antidopage. C'est ça qui a été le vrai problème. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut faire confiance aux coureurs et croire en une seconde chance. Voilà. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il sera complètement dopé. Hein. Peut-être que ça sera une catastrophe et vous vous foutrez de ma gueule quand vous l'apprendrez. Mais aujourd'hui, moi, je crois en la seconde chance et j'ai envie de croire pour Alex Baudin. Je suis peut-être naïf. Certains diront que je suis naïf, je sais déjà dans les commentaires. Mais moi j'ai envie de croire de cette manière-là et je pars toujours du principe que j'ai du mal à comprendre comment on peut aimer un sport en considérant que tout le monde est dopé. Ça m'a toujours, ça a toujours été une réflexion chez moi. C'est-à-dire si tu considères que tout le monde est dopé, je vois pas comment tu peux aimer le sport. Voilà. C'est-à-dire que moi, si je savais, par exemple, que tous les écrivains trichent et que tous les écrivains ont un auteur qui écrit à leur place, parce que pour pas dire le mot, parce que sinon je sais pas si ça va pas être un problème pour YouTube. Je pourrais pas lire tes livres.
Ben, si je savais que tous les journalistes trichent et qu'ils utilisent de l'IA, je pourrais pas regarder un article du journal, par exemple. Donc, je suis toujours surpris des mecs qui regardent du sport, qui se disent être passionnés de sport, mais qui en même temps pensent que tout le monde triche. Je trouve ça toujours un peu bizarre, voilà. Comme Patrick Montel, par exemple, qui pensait ça. Allez, on passe tout de suite au numéro 4 de ce classement. Le quatrième de ce classement, ce n'est pas le plus jeune du tout. C'est un coureur néerlandais qui est arrivé très tard chez les professionnels. Il a eu une vie avant le cyclisme. C'est Bart Lehman. Bart Lehman, le coureur de la Visma Lease Bike, qui était passé avant par la Human Powered Health en 2023. Coureur qui a fait une très bonne saison, 5e du Down Under, 2e du Tour de Norvège. On l'a vu également énormément sur le Tour de France en tant qu'équipier, pour ceux qui se souviennent de Jonas Vingegaard, notamment 6e à Barcelonnette. On l'a vu également sur le Dauphiné, où il a eu également un statut d'équipier. 2e du classement de la montagne du Tour de Romandie, également. Et puis 10e de l'UAE Tour. Parmi ces résultats, 692 points UCI marqués sur l'année, ce qui semble pas si exceptionnel que ça, mais il a vu un gros travail d'équipier sur les différentes épreuves. 5e également de la Coppa Berniucchi, et je trouve que c'est un coureur qui a vraiment énormément progressé, qui a franchi un énorme cap cette année. C'est vrai que quand je l'ai vu recruté par la Visma, je me suis pas dit tiens, je m'emballe énormément pour ce coureur là, parce que très clairement je le connaissais pas plus que ça. C'est pas non plus un coureur qui m'avait subjugué en 2023. Donc c'est vrai que j'avais été surpris, mais je me disais, Visma, s'ils misent comme ça sur un coureur, c'est qu'ils se disent quand même qu'il y a un talent derrière. Je trouve qu'ils prennent quand même moins de risques que UAE au niveau des recrutements. Et je me dis, bon, c'est qu'ils sentent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un truc à faire avec ce coureur-là. Il y a eu quelques résultats chez Human, mais c'est pas non plus exceptionnel, mais ils doivent sentir que ce mec-là a un gros niveau. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir quand même quelques certitudes. Et je pense qu'il a, malgré les certitudes qu'ils avaient chez Visma, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse une saison aussi bonne non plus, quand même. Parce que sur le Tour de France, il est vraiment, ça fait partie des éléments importants autour de Jonas Vingegaard. Et on ne s'attendait pas à ce que ça soit un des éléments importants autour de Jonas Vingegaard. Enfin, qu'il ait un rôle aussi important. Je ne dirais pas que c'était celui qui avait le rôle le plus important autour de Jonas Vingegaard, mais qu'il ait quand même un rôle assez... enfin, qu'il soit un élément indiscutable de l'équipe presque sur le Tour de France, alors qu'il n'y avait pas tant de références que ça. Il a fait un énorme début de saison. Je pense qu'il avait la niaque. Il savait qu'il devait aussi se montrer, qu'il devait faire sa place, parce que c'est pas forcément évident. Quand tu arrives d'une équipe de 2e division, qui n'était pas la plus grosse équipe de 2e division, qui en plus a eu des problèmes budgétaires, que tu arrives dans quasiment la 2e ou 3e meilleure équipe du côté du World Tour, il faut réussir à faire sa place, à trouver sa place dans cette formation. Et je trouve qu'il a très bien réussi à le faire, Bart Lehman. Et ça confirme, un peu comme Geoffrey Bouchard, ces coureurs-là qui sont arrivés tardivement chez les professionnels, mais qui arrivent quand même à avoir des résultats. Et ça doit montrer à tous les recruteurs, à tous les dénicheurs de talent, que parfois, eh bien, un coureur peut mettre un petit peu plus de temps à s'affirmer, à avoir sa maturité. Ça ne veut pas dire que c'est un coureur de 24 ou 25 ans qui n'a pas de résultat, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais coureur. Ça veut dire que c'est un coureur qui manque encore peut-être de repères, qui manque encore d'expérience au niveau de la nutrition, qui manque peut-être d'expérience au niveau des tactiques de course, au niveau de l'entraînement. Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais coureur. C'est un coureur qui va peut-être avoir besoin de 2-3 années encore supplémentaires. Encore une fois, comme je le dis assez souvent, tout le monde n'est pas Remco Evenepoel, tout le monde n'est pas Arnaud Delis, tout le monde n'est pas Olaf Koy. C'est des coureurs qui sont arrivés jeunes, très bons. Parfois, il y a des coureurs qui ont besoin d'un peu plus de temps. Bart Lehman est dans ce cas-là, et il ne faudrait pas qu'on soit sur un surjeunisme du côté du cyclisme, à dire bon, bah, à 23 ans, t'as pas gagné une course à part chez les amateurs, voilà, Coco, t'es que dalle. Non, je pense qu'il y a des coureurs qui arrivent sur le tard, et Bart Lehman fait partie de cela.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a encore des grosses équipes qui n'ont pas peur d'aller recruter ces profils-là. Geoffrey Bouchard avec Decathlon, Bart Lehman avec Visma, parce qu'on pourrait se dire les équipes World Tour avec la guerre des points, avec l'idée que 30 coureurs dans une équipe, ça fait pas tant que ça quand tu veux être présent sur 2 ou 3 fronts en même temps. Ça peut être un problème. De tenter des grands coups comme ça en termes de recrutement. Et ça fait du bien de se dire, non, on tente encore des grands coups en termes de recrutement, on n'a pas peur de le faire du côté de la Visma Leasebike, donc bravo du côté de cette formation-là de le faire. On regarde tout de suite le podium des révélations de l'année 2024. Numéro 3 de ce classement, il est italien, il était dans l'équipe Polti Cometa et il y sera encore l'année prochaine. C'est Davide Piganzoli. Eh bien, Davide a fait une très belle saison. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé et de Giulio Pellizzari du côté des Italiens, notamment sur le Giro, dans les équipes de deuxième division, mais il ne faudrait pas négliger la saison de Davide Piganzoli, notamment sur la Vuelta où il finit 13e en étant très régulier du côté du classement général, 10e du Tour des Alpes, vainqueur du Tour d'Antalya cette année. Et puis, si vous rajoutez à ça une 11e place sur le Tour de Burgos, 7e du Memorial Marco Pantani, 9e du Tour du Luxembourg et 3e du Giro dell'Emilia, qui était son résultat le plus majeur de l'année, je dirais le plus marquant de la saison, cette 3e place au Giro dell'Emilia, parce que c'était derrière du beau monde. Non, c'est une belle saison qui nous a fait Piganzoli dans une équipe Eolo Cometa qui n'était pas vraiment connue pour être l'équipe italienne qui arrivait à faire progresser énormément ses talents. C'est vrai qu'on a vu quelques coureurs espagnols qui n'avaient pas été forcément extrêmement fantastiques dans cette formation. Et là, je trouve que du côté de notre ami Piganzoli, il y a eu vraiment des gros progrès cette année en termes des résultats. Qu'on est sur un très bon grimpeur. Ça manque encore de niveau sur le contre-la-montre. Ça va être un point qu'il va falloir travailler. Il va falloir confirmer l'année prochaine, ce qui va aller pas facile et pas évident du tout. Ça sera important pour lui de se montrer encore plus pour pouvoir accéder aux grosses équipes de World Tour. Parce que ça va être l'objectif quand même de Piganzoli. Mais je trouve que sur la saison, il y a eu des très belles choses. Encore une fois, il avait que 21 ans. Donc il est sur les mêmes âges que Giulio Pellizzari. Ça a été un peu moins visible que Pellizzari, mais pour un premier grand tour, finir 13e, c'est quand même pas n'importe quoi. Encore une fois, avec en plus une Polti Cometa où t'as pas forcément la meilleure équipe pour t'aider en haute montagne. Donc, c'est du solide. Il a tenu les 3 semaines. Parce que quand tu regardes sur la première étape de montagne, il fait 28e, ce qui n'est même pas exceptionnel au sanctuaire du Europa. Et sur l'étape de Bassano del Grappa, il finit 16e. Donc il a plutôt bien tenu sur les 3 semaines. Il doit faire des progrès sur le chrono. Ce qui est les 34e à Perugia, 37e sur la 14e étape. Mais ce n'est pas non plus catastrophique quand on voit ça. Et puis pour finir 13e, il a pris seulement une échappée du côté de l'étape de Montolino. Donc c'est plutôt... et encore à Montolino, il prend l'échappée. Piganzoli, ce qui lui fait gagner très peu de temps au final sur les meilleurs. Donc non, ça a été une belle course. Un beau Giro, je trouve. Et puis derrière, encore une fois, vous avez un bon Tour de Burgos, qui est quand même une épreuve toujours de référence, en sachant qu'en plus il faisait pas la Vuelta derrière, donc il était peut-être pas forcément à 100% de ses capacités début août. L'Exoni classique italienne, ça s'est bien passé aussi. Donc non, c'est un coureur qui est très intéressant et j'ai hâte de le suivre en 2025, de voir ce que ça va donner du côté de l'équipe Polti. Visite Malta. Voilà, maintenant le nom de cette formation, il n'y aura plus Cometa dans le nom des sponsors. Cometa qui était là depuis le départ. Allez, on passe au deuxième de ce classement.
Le deuxième de ce classement, il est allemand. Il participe également au classement généraux des grandes courses et surtout, il est dans l'équipe Bora, Red Bull Bora. Eh bien, c'est Florian Lipovitz. Quelle belle année nous a fait Florian Lipovitz avec une très belle Vuelta qui finit à la 7e place. Et on sait que c'est loin d'être évident de réussir à finir 7e, surtout en étant équipier de Primoz Roglic. Il y a eu quand même du travail à faire. 3e à Junqueira, 5e à Granada, 9e également au Picon Blanco. Donc ça a été une belle réussite de ce côté-là. Vainqueur du Sibiu Cycling Tour. 3e du Tour de Romandie aussi. C'est là où il s'est un petit peu révélé aux yeux du monde. 14e de Milan-Turin. Et puis, bon début de Giro, qui s'est arrêté beaucoup trop tôt. Ça a été notre déception de ce côté-là. C'est que son Giro, on aurait bien aimé voir ce que ça donnait sur 3 semaines du côté de Lipovitz. Moi, vraiment, je l'ai vu sur le Tour de Romandie. Il m'avait impressionné. Je ne connaissais pas trop le coureur. Pour tout vous dire, quand il arrive sur cette épreuve-là. C'est pas le coureur que je connais le plus, donc je regarde un petit peu son palmarès. Je vois qu'il fait 4e du Tour de Turquie et vainqueur d'une étape sur le Tour de République tchèque. Bon, je me dis, ok, bon, c'est pas les meilleures courses de l'année, mais encore une fois, à un âge de 23 ans, enfin 22 ans à l'époque, quand il fait ces résultats-là, ça peut être pas mal. Et puis après, je me dis, bon, Tour de Romandie, c'est solide, mais encore une fois, le Tour de Romandie, c'est une course qui est toujours un petit peu atypique. C'est pas le plus gros plateau quand même du calendrier, parce que c'est coincé entre les classiques ardennaises et le Giro. Donc c'est vrai que c'est souvent les meilleurs coureurs vont pas forcément là-haut. C'est toujours un petit peu compliqué d'aller sur cette épreuve. Et puis je me dis, tiens, il y a quand même des gros résultats derrière en termes de carrière. Le Tour d'Italie, vraiment son début de tour, voilà, Europa, il est vraiment très fort. Et puis bon, ça s'arrête beaucoup trop tôt. Donc c'est vrai qu'il est difficile de noter son Giro. Mais c'est vrai que moi j'aurais bien aimé le voir sur le contre-la-montre en montée. Parce que je me dis que ça aurait pu être du très solide. Et puis derrière, il fait un très beau Tour d'Espagne. Et puis c'est vrai que je découvre en tout début de saison que c'est un mec qui vient du biathlon. Et c'est pour ça que je vous avais dit, je crois que je l'avais dit dans les commentaires, je ne l'avais pas dit en vidéo. Je crois que je l'avais dit dans les commentaires que je voulais voir ce que ça donnait sur le contre-la-montre du côté du Giro, du premier contre-la-montre. Parce que j'avais dit c'est quasiment le temps d'un individuel, grosso modo. Et je me dis donc, effort au seuil, c'est vraiment normalement un peu la spécialité des mecs du biathlon. Et je me disais, tu vois, sur cet exercice-là, il peut être très bon. Je trouve qu'il a vraiment des très grosses qualités en montagne. C'est un coureur, vraiment, on est sur le pur grimpeur-coureur complet. Mais quand tu regardes ses chronos sur le Tour d'Espagne, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est un coureur qu'on a découvert, qui va sûrement être très attendu l'année prochaine. Parce que ça, c'est clair et net qu'il va être attendu au tournant. C'est un coureur qui a peu d'expérience encore dans le cyclisme. Première saison en 2020, à l'époque dans l'équipe Tyrol, l'équipe autrichienne. Puis il a rejoint ensuite la Bora-Hansgrohe. Il y a quelques-uns comme ça qui ont fait ce chemin-là, Tyrol, Bora-Hansgrohe. Même si ce n'est pas forcément la formation réserve de la Bora, on sait qu'il y a toujours eu une accointance entre ces deux formations. Et puis, oui, surtout c'est un coureur en plus qui va être en fin de contrat. Donc forcément, il va être courtisé. Après, Red Bull Bora a quand même des très bons arguments au niveau financier, je pense, pour essayer de le conserver. Mais il ne sera pas tout seul dans les jeunes coureurs. C'est vrai que vous aurez également Giulio Pellizzari également. Donc c'est vrai que ça va peut-être faire réfléchir également un coureur comme Lipovitz à se dire, est-ce que je reste dans cette formation-là, sachant que je vais peut-être avoir de la concurrence en interne avec Roglic et Pellizzari, ou est-ce que j'ai pas plutôt une autre formation avec un peu moins de concurrence, je sais pas, la Lidl Trek, où je peux avoir aussi des gros résultats et en étant leader unique, leader numéro 1 et peut-être prendre également du plaisir dans ce rôle-là. Donc ça sera la grande question. Mais Lipovitz, très bonne saison, voilà. C'est une première grosse année chez les pros. Il peut être satisfait de ce qu'il a fait. C'est vrai que je regarde l'année dernière. Il avait pris une 3e place sur le chrono par équipe du Tour de Burgos en 2023. 4e d'une étape sur le Tour des Alpes, j'avais oublié. Donc il y avait eu quand même quelques résultats, mais là, cette année, ça a été
ça a été du costaud, tout simplement, voilà, sur cette année 2024. Donc il peut être très satisfait de ses résultats. Allez, on passe tout de suite aux mentions honorables. Pas mal de mentions honorables hein, dans cette vidéo, il y a pas mal de monde. Allez, on commence du côté de la Total Energy avec Jordan Gégat. Et oui, très bon coureur, Jordan Gégat, qui a fait un bon premier Tour de France. C'est pas toujours simple, 9e notamment de l'étape de Super Dévoluy, donc 11e de l'étape de Bologne également, du côté de Jordan Gégat, qui a fini fort en étant 3e du Giro del Toscana, 8e du Tour du Luxembourg également, 5e du Tour de Kyushu du côté du Japon. Et puis on l'a vu un petit peu pendant toute l'année, 2e du Tour du Jura, il a été présent également sur la Faune Ardèche Classique où il prend la 8e place. Voilà, il a été régulièrement aux avant-postes. Et pour un coureur, Jordan Gégat, qui était pour la première fois sur les grandes courses du calendrier, parce que c'était un coureur qui était chez CIC jusqu'à maintenant, qui a été un pur produit, je dirais, des équipes du amateur en France. Réussir notamment des équipes bretonnes, réussir à faire cette performance-là chez Total Energy, c'était pas forcément évident, surtout dans une équipe Total Energy qui est arrivée en début de saison. Encore une fois, il faut se rappeler un petit peu du contexte, avec les propos de Jean-René Bernodeau qui tacle tous ses leaders. Je suis pas sûr qu'il était prévu qu'il fasse le Tour de France, Jordan Gégat. Ça s'est peut-être fait un petit peu à la dernière minute, mais en voyant les résultats de Pierre Latour, on s'est dit, bon, bah, il peut peut-être faire quelque chose. Mais c'est vrai que le début de saison était loin d'être évident. Et je trouve qu'il a vraiment bien progressé ensuite, fait des très bonnes choses. Donc, ouais, très satisfait de sa saison. Je pense qu'il peut être très content de ce qu'il a fait. Très, très content de ce qu'il a fait en termes de résultats pour une première année chez les pros. Ça va être intéressant de suivre ce que ça va donner. En plus, lui, il a encore 2 ans de contrat, donc il a du temps, encore une fois, pour se construire à 25 ans. Deuxième de ce classement, Milan Fretin. J'en ai déjà parlé du côté des sprinters, mais c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé cette première saison du côté de Milan Fretin, que j'attendais pas forcément au top, du côté de l'équipe Cofidis. Vainqueur d'une étape sur les 4 jours de Dunkerque et d'une étape sur le Tour du Poitou-Charentes. Performant également sur l'UAE Tour en tout début de saison alors qu'il a été tombé. 4e place également sur le Tour de Nanders et sur la Surf Coast Classique. 5e du côté du circuit de Volony. J'aurais aimé le voir sur un grand tour. Milan Fretin, c'est la petite déception que j'ai. 3e également de la Sparkassen Musterland Giro, notamment. Milan Fretin, 4e du Grand Prix de Fourmies. Enfin voilà, je trouve que c'est une très bonne première saison là aussi chez les professionnels pour un sprinter. Donc on verra maintenant ce que ça va donner pour cette fin d'une première saison dans une équipe française, pardon, pour un sprinter, c'est ça qui était dans les équipes belges auparavant. Mais je trouve que voilà, pour un coureur qui a aussi assez peu d'expérience chez les professionnels, ça s'est très très bien passé chez Cofidis et l'intégration, il n'y a pas eu de problème. Parce que je rappelle qu'il vient de Gand. On n'est pas vraiment sur une spécialité wallonne du côté de Gand, plutôt spécialiste de la langue flamande, et donc c'est pas toujours évident. Et je trouve qu'il a bien réussi à faire cette transition. Après, on sait que Cofidis est habitué là-dedans. Mais très intéressant. Et puis Cofidis s'est pas trompé parce qu'ils vont encore lui ont donné une grosse prolongation de 3 ans. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Niklas Behrens, qui rejoint la Visma. Je pense que c'est une perte du côté de la Lidl de ne pas avoir réussi à le conserver. Parce que vu comment il s'est imposé au championnat du monde espoir, avec son attaque vraiment de costaud, c'est un coureur voilà, sur lequel il faudra faire attention dans les années à venir, notamment sur les courses un petit peu vallonnées. Ça reste un très grand gabarit, donc je me dis qu'il est peut-être plus fait pour l'Amstel que pour la Flèche Wallonne, très clairement, ce qui fait 1,95. C'est peut-être ce qui a fait peur hein, à certaines formations aussi. Se dire c'est un très grand gabarit, on sait que ça peut être un problème au niveau des bosses. Mais la manière dont il s'impose sur le championnat du monde, c'est vraiment impressionnant. La manière aussi dont il prend
La deuxième place au championnat d'Europe, cette année chez les espoirs, fallait voir la course parce que c'était assez intéressant à suivre. Parce que j'ai eu un petit bâillement, pardon. C'était également très très impressionnant. Et puis c'est un coureur qui, oui, a des grandes qualités. Champion d'Allemagne également cette année dans sa catégorie. Vainqueur de Rund und Steinfurt. Une course nationale allemande. Vainqueur également de la Youngster Coast Challenge. On sait que c'est une course qui est assez suivie. Donc non, il y a eu des bons résultats. Quatrième de Gand. Wevelgem également chez les juniors. Donc non, ça a été une belle année du côté de Niklas Beren, ponctué par ce titre de champion du monde. Et il a montré surtout qu'il était en capacité de faire la différence dans les bosses. Parce qu'il sort vraiment costaud sur cette épreuve-là. Il était vraiment intouchable. Donc la Visma va l'avoir dans sa formation à partir de l'année prochaine. C'est compliqué de savoir, par contre, du côté de Niklas Behrens, quel est plutôt son profil. Est-ce qu'il est capable d'être performant aussi sur les Flandriennes? Parce que 1,95, 80 kg, c'est quand même une belle assise sur un vélo. Moi, je pense qu'il peut être très performant sur une course comme l'Amstel, sur des profils comme ça. J'ai peur que ça soit un peu plus compliqué pour lui sur des épreuves genre Liège-Bastogne-Liège et des épreuves plus vallonnées. Avec des pentes un petit peu plus dures, un petit peu plus longues, avec plus de dénivelé positif, vu son gabarit, mais après, on verra ce que ça donnera du côté de Niklas Behrens. Mais ça fait du bien de revoir les Allemands aux avant-postes. Vous allez voir qu'il y a quelques Allemands qui sont dans ces mentions honorables. Tiens, un deuxième, c'est Timton Teutenberg, le fils de Lars Teutenberg, qui avait comme tante Ina Yoko Teutenberg. Une fille qui était très forte dans les années 90-2000 dans le cyclisme féminin. Donc on va dire qu'il vient pas de nulle part. Timton Teutenberg, surtout dans la famille, on travaille du côté de la Lidl Trek. Malgré tout, il y a des gros résultats. Vainqueur de Paris-Roubaix Poire, vainqueur d'une étape de la Flèche du Sud. Ça déjà, ça en met un petit peu. Vainqueur du Grand Prix Rick Van Looy. Troisième, du Grand Prix Rick Van Looy. 17e de Paris Tour Espoir. Il se fait avoir comme Niklas Behrens. Vainqueur de la première étape du Tour d'Alsace également. Sur le Giro Next Gen, il fait 2 fois deuxième. Mais notamment derrière un certain Paul Magnier, je crois. Et derrière de Schruitener, qu'on verra à la Loto l'année prochaine et qui a fait également des bons résultats, jeune coureur belge de 19 ans, qu'il faudra suivre parce que il y a aussi des trucs intéressants chez ce coureur là, mais je ne l'ai pas mis parmi mes espoirs, mes révélations de la saison. Et puis je trouve que au niveau des sprints en tout début de saison sur les courses espagnoles, il s'est très très bien comporté sur ces courses là. Moi je me souviens notamment au Trofeo Palma ou à Classica, Comunidad Valenciana, il fait vraiment des bons sprints, alors que encore une fois il est dans une équipe qui est toute nouvelle à ce moment-là, et parce qu'il était dans l'équipe Lidl Trek Future, donc avec peu d'expérience. Et puis c'était pas forcément évident pour Timton Teutenberg parce qu'il avait été stagiaire chez Lidl et il redescend dans l'équipe Future, donc dans l'équipe continentale, ce qui peut parfois être pas très bien vécu. Quand vous avez été stagiaire et que vous redescendez dans la réserve, c'est un petit peu... il vous descendait dans la réserve parce que lui, il avait été chez les auparavant. Vous avez l'impression d'un peu stagner et ça peut être dur de relancer la machine. Mais lui, il a réussi à redémarrer tout de suite, et puis on le retrouvera du côté de l'équipe 1, désormais de la Lidl Trek en 2025-2026, et on espère qu'il y aura des très bons résultats, mais très bons sprinteurs. Voilà, Timton Teutenberg, 22 ans pour le moment, et toutes ses dents, ce qui est déjà pas mal pour un sprinter, et surtout on attend des beaux résultats l'année prochaine. Lui qui a fini également 6ème des championnats d'Europe, mais c'était en 2023. Voilà, cette année un petit peu plus loin sur la course en ligne, mais encore une fois qui a été une course très particulière, et puis lui il avait Niklas Behrens devant, donc ça a rendu sa course très particulière, à Timton Teutenberg. Matthias Kopecky, le Tchèque de la Novo Nordisk. S'il y a un coureur qu'il faut suivre à la Novo Nordisk, c'est lui. C'est peut-être le seul coureur intéressant véritablement dans cette formation. Il remplira
dans cette équipe l'année prochaine. 10e des championnats d'Europe, 15e du Tour de Danemark. Vous allez me dire, c'est pas exceptionnel. Oui, encore une fois, je rappelle qu'il est chez Novo Nordisk, donc pas vraiment la meilleure équipe du peloton. Moi, il m'avait impressionné sur le Cholet Aglo Tour, où il prend la 5e place, il est vraiment très costaud, 9e également de la Route Tourangelle. Il est dans le top 15 également sur le Région Pays de la Loire Tour, 2 top 5 sur le Tour de Turquie également pour Niklas Behrens, 5e de 2 étapes du Tour d'Hélas en Grèce, et puis 8e du circuit franco-belge, voilà parmi les résultats. Je trouve que c'est un coureur qu'il faut suivre. Kopecky, encore une fois, s'il y a un seul coureur à suivre dans cette équipe, c'est vraiment lui. Parce que je trouve que le reste de la formation est vraiment pas intéressant. Mais lui, il a vraiment un bon petit talent. Et donc, voilà, n'hésitez pas à le suivre, notamment sur les manches de Coupe de France, parce que c'est là où on voit surtout l'équipe Novo Nordisk. Pas mal de fois dans l'année, c'est sur les manches de Coupe de France. Mais je me dis, lui, il y a quand même un petit potentiel. Et je le vois pas chez tout le monde, chez Novo Nordisk, loin de là. Émilien Janière également, bien du côté du sprinter cette année, vainqueur du Tour de Kyushu au Japon, mais également 3e du Tour d'Istanbul. Il a également été présent sur le Tour de Wallonie, on l'a vu sur le Tour de Belgique aussi. 5e des boucles de la Mayenne en remportant une étape. 5e également du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. C'est une bonne première saison, très bonne première saison pour Émilien Janière. Plus de 1000 points marqués du côté de la Total Energy qui lui a donné un contrat jusqu'en 2026. Donc ça veut dire qu'on lui fait confiance à ce coureur. Que dire voilà, d'Émilien Janière, pur produit du Vendée U depuis 2017. Et puis avant au Vélo Club Air Breté. Du côté du français et des sprints de qualité en plus. C'est vrai que sur le Tour du Kyushu il fait vraiment des bonnes choses au niveau du sprint. Après bon, le problème c'est qu'il n'est pas dans la meilleure équipe pour ce type d'épreuve, pour ce type de discipline. C'est vrai que Total Energy n'est pas vraiment connu pour leur niveau au niveau des sprints, mais ça peut peut-être donner des idées à l'équipe de Jean-René Bernodeau, pourquoi pas pour le Tour de France, et de le mettre avec Anthony Turgis et de le mettre sprinter à la place d'Anthony Turgis, de faire qu'Anthony Turgis le place. Il y a peut-être un intérêt à faire ça pour le prochain Tour de France, surtout que c'est un mec qui passe plutôt bien les bosses aussi, il passe très bien les bosses pour un sprinter, donc il y a un vrai truc à tenter peut-être sur le prochain Tour de France pour Émilien Janière, si ça progresse bien en début de saison pour lui, et ça sera la grande question pour ce coureur. Et puis un dernier coureur allemand encore, c'est Georg Steinhauser, le coureur de la EF. Là aussi, très bon Giro pour Steinhauser, notamment avec sa victoire d'étape, mais on l'avait vu également sur le Tour des Alpes. Il avait déjà remporté une course en Italie, c'était le Tour de la Vallée d'Aoste où il avait remporté une étape sur cette épreuve. C'est vrai que c'est un coureur qui avait un peu disparu des radars en 2023, 2022-2023, parce qu'il avait commencé très fort chez Tyrrell, une équipe dont on a déjà parlé avec Florent Lipovitz, et puis il avait remporté notamment un chrono avec l'équipe d'Allemagne sur le Tour de l'Avenir, mais il avait fait pas mal de bons résultats dans son année dans le team KTM Tyrrell. Et puis ça avait un peu disparu ensuite. 3e du Petit Tour de Lombardie également. 2e du col du Petit Saint-Bernard en 2022 sur le Tour de l'Avenir. Et puis il avait un peu eu du mal à confirmer chez les pros. C'était pas exceptionnel, mais avec des saisons qui n'avaient pas été parfaites. Parfois des saisons très courtes à cause des petits soucis physiques. Et là en 2024, il a vraiment réussi à faire une année complète, avec notamment un très bon Tour d'Italie. Où il finit 3e du classement de la montagne, mais il fait une dernière semaine de folie, avec une victoire d'étape au Passo Brocone, 3e à Livigno, 3e également à Sappada, sur les derniers jours de course, et puis il y a eu des bons résultats également. Sur le Tour du Catalogne, c'est pas mal quand même, au niveau des échappées, pas au niveau des résultats, mais au niveau des échappées. 10e d'une étape également sur le Tour des Alpes. Bon, le dommage, c'est qu'il abandonne ensuite le lendemain. Je ne l'ai pas mis plus haut dans le classement. Pourquoi ? Parce que il me manquait un peu plus de constance sur l'année. Voilà, il y a eu des bons pics cette année. Maintenant, c'est important d'avoir de la constance pour Steinhauser.
Mais s'il arrive à choper ça, il sera très très fort avec ce gabarit énorme. Là aussi, hein, on peut parler de Niklas Behrens, mais là c'est quand même 1,89 m pour 65 kg. Ça nous remémore chez les Allemands. On va dire Jan Ullrich qui était aussi un très très gros gabarit du côté des grimpeurs allemands. Mais ouais, non, c'est du solide du côté de Steinhauser. Et on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Je suis pas sûr qu'il apprécie énormément ma comparaison avec Jan Ullrich, mais je suis pas le seul à l'avoir dit. Vraiment, c'est qu'une question de gabarit. Hein. On parle de gabarit, pas d'autre chose avec Jan Ullrich. Allez, on passe au numéro 1. Enfin plutôt les numéros 1 de ce classement, parce qu'en fait ils sont deux, parce que j'ai pas réussi vraiment à les départager. Giulio Pellizzari pour le premier et Pablo Castrillo, c'est les deux révélations de cette saison pour moi. Et pour moi, c'est les deux plus grosses révélations de l'année. Alors c'est vrai qu'il y a encore 2-3 mois, j'avais dit pendant la Vuelta, je pense que j'aurais du mal à trouver 10 coureurs pour la révélation de l'année, mais en fait j'en ai trouvé 10. Et c'est vrai que à la fin, j'ai fait mon classement et je me suis dit, mais je suis complètement con, j'ai oublié Giulio Pellizzari. Et ça, je me suis rappelé, mais à la fin, je me suis dit, mais je peux pas... Enfin, Lipovic qui serait pas sur le podium, ça serait quand même pas top. Tu vois, à chaque fois, j'ai essayé de trouver une solution pour dire, lui, je le mets pas sur le podium, lui. Et à la fin, il s'est avéré que, pour moi, en fait, tous les mecs que j'avais mis avant, ils méritaient leur position et que, c'est un truc que j'aime pas faire. Et c'est la première fois que je le fais dans un top 10 même, d'avoir deux coureurs comme ça à égalité, en première place, parce que des fois, c'est arrivé, mais sur des positions un petit peu plus basses. Et là, oui, pour moi, Pellizzari, Castrillo, c'est les deux révélations de l'année. Enfin, Pellizzari, il a été impressionnant sur la fin du Giro, et comme Piganzoli, hein, aussi, les deux. Mais il a été bon pendant toute l'année, et il fait quand même 14e du Tour de Lombardie. Il fait 7e du Tour d'Autriche aussi, 3e du Tour de Slovaquie, parce qu'il a couru après le Giro. Sur le Giro, sa dernière semaine, elle est dingue. Présent également sur le Tour des Alpes, aussi Pellizzari. Donc je trouve qu'il a vraiment été excellent sur la saison. Et c'est vrai qu'il a montré des très très bonnes choses pour le futur, et notamment son futur chez Red Bull. On verra comment ça se passera pour lui. Il sera dès janvier sur le pont. Hein. Lui, il aura un gros début de saison. Dès janvier avec le Trofeo Calvia. Notamment, il va faire les 5 courses normalement. Des courses là en Espagne. Vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, les courses de Palma de Majorque. Le challenge de Palma de Majorque, mais qui ne s'appelle plus le challenge de Palma de Majorque. Puis ensuite, il y a le Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque, Tour de Romandie, Tour de Suisse, Tour du Burgos, Tour d'Espagne, pas mal de courses en Espagne, ça sera son objectif. Le Tour d'Espagne pour Giulio Pellizzari. Mais je trouve que sa saison a vraiment été excellente. Pour encore une fois, un coureur qui avait peu d'expérience, c'était que sa troisième saison à la Bardiani, mais c'est vrai qu'il arrivait jeune à la Bardiani. Il arrivait très très jeune, il arrivait à 18 ans à la Bardiani, parce que l'équipe avait décidé de recruter beaucoup de jeunes coureurs. Et c'est vrai qu'il avait fait déjà une grande saison l'année dernière sur le Tour de l'Avenir, où il avait déjà été bon. Mais là, il a encore été un niveau au-dessus, je trouve, et il a réussi à un peu confirmer, ce qui n'est pas forcément simple. T'es bon dans les courses espoirs, mais passer dans les courses élites, il y a toujours un cap à franchir qui n'est pas toujours évident. Et je trouve que lui, il a réussi à parfaitement le franchir, Giulio Pellizzari. Donc il peut être très satisfait de sa saison. Et non, moi j'ai vraiment apprécié ce qu'il a fait, Giulio Pellizzari. Et puis Castrillo. Oui, parce que on s'attendait pas on connaissait pas trop ce coureur, pour tout vous dire, avant la Vuelta. Coureur chez Kern Pharma, qu'elle a depuis 2 ans et demi, qui participe à sa première Vuelta, mais c'est pas le coureur qu'on connaissait le plus, très clairement, au départ. Il fait une énorme Vuelta avec 2 victoires d'étape, présent dans toutes les échappées. 7e également de la Crorez, donc il a réussi à enchaîner derrière, ce qui était loin d'être évident. Également 7e du Tour de Burgos aussi, 5e du Tour de Slovénie. Mais c'est vrai que encore une fois, il fait 7e du Tour de Burgos. Mais parfois vous avez des mecs qui s'en sortent bien à Burgos, qui s'en sortent bien au Tour des Alpes et qui s'en sortent pas bien sur la course d'après. Et lui, il a réussi à enchaîner ces 2 épreuves. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis il a fait un super été, hein. Là aussi, super été
en termes de résultats. Il avait déjà commencé par une 3e place sur Grand Camino, sur le contre-la-montre, qui était un contre-la-montre encore une fois très particulier. Mais voilà, c'est un coureur qu'on a vu pendant une grande partie de l'année. Là aussi, très bonne saison du côté de Castrillo. Et puis des coureurs qui étaient dans des équipes de 2e division. C'est pas toujours facile quand tu es dans des équipes de 2e division de réussir à te montrer sur les plus grosses épreuves du calendrier. Et lui, il a réussi également à le faire. Donc voilà, pour moi, Pellizzari, Castrillo, deux coureurs d'un grand talent, deux coureurs qui sont nés après 2000, 2001 pour Castrillo, 2003 pour Giulio Pellizzari. Et oui, des coureurs qui ont été très bons, et tu sens que c'est des coureurs qui sont passionnés en plus. Tu sens que c'est des coureurs qui veulent faire du spectacle, qui sont passionnés. Ouais, c'est intéressant de se dire que les courses vont peut-être être bien folles dans les années à venir, parce qu'avec des jeunes qui arrivent avec ce type de mentalité-là, c'est très intéressant. Même s'il va falloir un peu cadenasser tout ça de temps en temps, mais non, c'est intéressant. C'est deux coureurs qui ont un peu de folie, en plus Pellizzari et Castrillo, dans leur manière de courir, je trouve. Non, c'est deux coureurs qui m'ont vraiment plu cette année. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les courses, la Vuelta et le Tour d'Italie, à suivre leurs épopées un petit peu sur ces deux courses, même si j'avais raté la première victoire de Castrillo, mais non, c'est des très bons résultats. Et puis Castrillo, il fait quand même sur le Giro, il fait quand même 4e du classement du maillot vert, 3e du classement de la montagne. 64e du général, c'est un peu moins bien, mais encore une fois, vu la débauche d'énergie qu'il a effectuée sur ces différentes étapes, c'est assez impressionnant. Et c'est bien aussi que Pablo Castrillo continue dans une équipe espagnole, que la Movistar a réussi à le recruter, parce que la Movistar a quand même raté un nombre de talents impressionnants. Je pense notamment à Rodriguez, à Carlos Rodriguez, mais à Juan Ayuso, quand même exceptionnel qu'ils n'aient pas été du côté de la Movistar. Et si Castrillo avait rejoint Ineos, ça aurait été encore un nouvel échec pour Movistar de ne pas réussir à recruter les meilleurs coureurs du pays, du pays de création de l'équipe, et de licence de l'équipe. Donc là, ça aurait été un petit peu terrible. Ça me fait plaisir qu'il continue dans une équipe espagnole, du côté de Pablo Castrillo. Bon, du côté de Pellizzari, Red Bull, ça va pas être facile quand même chez Red Bull. Il va falloir réussir à exprimer son talent, surtout qu'il y a quand même Lipovic, encore une fois, dans les coureurs qui sont jeunes. Donc il va falloir réussir à se montrer, mais bon, on verra voir ce que ça va donner. Voilà, on regardera ça attentivement du côté de Giulio Pellizzari. Enfin, moi, j'ai hâte de voir comment il va se comporter l'année prochaine. Donc voilà, Giulio Pellizzari, Pablo Castrillo, les deux vainqueurs de cette édition 2024 du Top 10 des révélations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à regarder les autres Top 10 aussi, si vous en avez raté. Et puis nous, on se retrouve, il y a encore des Top 10 en cette fin de saison, et puis il y a les présentations pour la saison 2025, et beaucoup de contenu en janvier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rester, comme diraient les jeunes, rester branchés sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.